Eh ben, bienvenue pour une nouvelle rencontre ce mois de mai. Alors, la rencontre et la discussion que j'avais envie d'avoir avec vous ce soir, euh, c'est une conversation qui me passionne, qui me fascine. C'est des questionnements que je trouve, euh, pour moi, qui sont à la source de mes recherches depuis que j'ai commencé ce chemin de la naturopathie d'abord, puis du yoga, puis des plantes. C'est des questionnements qui m'habitent depuis que je suis toute petite. C'est une fascination que j'ai pour les médecines du monde, on va dire, les pratiques traditionnelles, les pratiques ancestrales du soin. Et j'ai envie de dire du soin, mais aussi en général, hein, l'artisanat, les pratiques anciennes qui touchent les savoirs de l'humanité. C'est vraiment des thématiques qui me fascinent, qui me passionnent. Et donc, j'avais envie de proposer une réflexion ce soir par rapport à cette thématique de l'ancestralité, de la tradition. Peut-être redéfinir un peu ces termes qui sont parfois un peu galvaudés de nos jours, qui sont très utilisés, mais qu'on ne comprend pas forcément bien. Donc, peut-être voilà, parler un petit peu de ça. Et puis, j'avais surtout envie de proposer une ouverture vers ces questionnements sur les médecines traditionnelles et ancestrales qui habitent nos territoires, nos terres. J'ai mis celle de notre terre, tout en sachant que bah, tout dépend quelle est notre terre. Donc, ça va être une réflexion un peu générale sur comment est-ce qu'on peut retisser le fil de ces savoirs et comment on peut reconstituer ces savoirs, mais aussi peut-être parler de celle qui peut être en lien avec mon nouveau livre qui est le grand livre de la médecine traditionnelle européenne, donc la médecine traditionnelle européenne. Voilà. Alors, j'ai fait une petite présentation, mais en fait, en réalité, j'ai surtout mis les titres sur la présentation parce que j'ai pas eu beaucoup plus de temps pour faire une présentation plus, euh, plus détaillée, mais c'est surtout un support. Alors, du coup, on parle beaucoup d'ancestralité. D'ancestral, c'est un petit peu un mot à la mode. Alors moi, j'habite une partie de l'année au Mexique. Enfin, maintenant, j'habite plutôt plus au Mexique qu'ailleurs, d'ailleurs. J'habite euh, 11 mois dans l'année pour cette année 2026, parce que je vais rentrer qu'un mois en Europe. Mais voilà, j'habite 11 mois dans l'année au Mexique, dans un endroit qui s'appelle Oaxaca. Celles qui me connaissent et ceux qui me connaissent le savent déjà un petit peu, mais j'habite depuis 2019 au Mexique, donc sur une terre qui est habitée par cette fameuse ancestralité, c'est-à-dire que c'est une terre autochtone, c'est une terre où il y a encore majoritairement une population native du territoire malgré la colonisation. Donc c'est une terre qui est particulièrement riche en savoir, en lien avec la tradition pré-hispanique, donc celle qui avait avant l'arrivée des Espagnols. C'est un territoire où il y a encore de nombreuses communautés autochtones qui ont perduré leur langue, donc qui parlent encore leur dialecte, enfin leur langue originelle. Et ça fait de ça un territoire extrêmement riche et intéressant de ce point de vue-là, des savoirs, même s'il y a eu une perte de savoir liée au syncrétisme et au métissage, il y a encore, surtout quand on s'éloigne des axes euh, urbains et qu'on va s'aventurer un peu dans les montagnes à 5 6 heures, dans des endroits qui sont beaucoup plus reculés, qui sont parfois difficiles d'accès. Quand on va un peu explorer dans ces espaces-là, on trouve encore vraiment des endroits où il y a des personnes qui ne parlent pas espagnol et qui parlent que leur dialecte.
enfin leur dialecte, c'est plus qu'un dialecte, c'est une langue, et qui ont perduré leur culture, leur coutume, leur ancestralité quelque part. Donc pour moi, c'est une thématique, l'ancestralité qui me touche, et je pense que c'est parce que justement ce territoire, il est tellement ancré on m'a parlé de ce que c'est que cette instantanéité, mais à cette reliance à un ancien qui continue à vivre aujourd'hui, à des sagesses qui sont très anciennes et qui continuent à être préservées. C'est parce que je ressens ça dans cet endroit, et qu'il y a aussi ce lien à la terre, au territoire, qui est tellement puissant et présent, que je pense j'ai décidé de mettre des racines ici, en plus de plein d'autres raisons. Donc j'habite une grande partie de l'année dans cette région de Oaxaca. Et puis je suis originaire des Alpes françaises, d'un petit village euh, duquel vient la plus grande partie de mes lignées familiales, et depuis de nombreuses générations. Donc cette ancestralité, je la rencontre et je la touche aussi de par mon lieu d'origine et la famille dans laquelle je suis née, puisque je viens d'une famille très ancrée au territoire, de paysans, là depuis très 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 longtemps. Donc il y a ma grand-mère pas à 100%, mais elle parle encore le patois local, comme nombreuses des personnes de ces territoires qui sont nos anciens et nos anciennes. Mais voilà, il y a quand même ce lien à l'ancestralité qui est aussi, qui provient aussi de mon lieu d'origine. Donc voilà. Et puis mes parents étaient minéralogistes, enfin ils sont minéralogistes, donc ils ont passé leur vie à voyager de par le monde pour travailler avec les pierres, pour étudier les pierres, pour les comprendre, et puis pour ma maman pour en faire des bijoux, et mon père bah, pour les revendre à faire des échanges avec des collectionneurs, des choses comme ça. Donc, bon, c'est sans compter que c'est, enfin, petite parenthèse, c'est des pratiques qui sont un petit peu euh, délétère pour la terre et pour les cultures, parce que ça ressemble quand même un petit peu à de l'extractivisme, hein, il faut le dire. Mais moi, ce que ça m'a permis, en tout cas dans mon enfance, quand je ne me rendais pas forcément compte de ce que ça signifiait, c'est de voyager avec eux, et donc de rencontrer des peuples dans des endroits reculés déjà depuis très jeune. Voilà, donc il y a un questionnement autour de l'ancestralité, de l'ancestral, qui moi me fascine. Et bah, la question, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'aujourd'hui, on voit un petit peu ce mot un petit peu utilisé sur Instagram, partout, ou même pour la communication, même ici à Oaxaca, maintenant, dans la ville, écrit partout, cuisine ancestrale, rituel ancestral, et puis des fois, ça veut complètement rien dire parce que c'est pas du tout l'ancestral, mais c'est un peu maquillé. C'est c'est- 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 c'est de l'ancestral maquillé pour vendre. Euh, mais voilà, donc c'est intéressant. Moi, quand je me pose des questions comme ça sur les mots, bah, je regarde souvent l'étymologie. Et là, en l'occurrence, ancestral, ça vient du latin antecessor. Ça veut dire en fait celui qui marche devant. Ça fait référence à celui qui marche devant, un précurseur, celui qui a ouvert un chemin, celui qui a ouvert une voie, celui qui a transmis avant. Donc ça nous parle d'une mémoire souvent liée à un peuple, souvent liée à un territoire. Donc l'ancestralité, c'est comme si c'est quelque chose qui vient d'avant et qui nous montre une voie, ou qui nous permet qui a laissé un legs, qui nous permet d'avoir accès à une mémoire, à une connaissance aujourd'hui. Donc, c'est assez intéressant comme terminologie. Et puis, l'ancestralité dans des endroits qui ont été touchés par la colonisation, par exemple, on a été beaucoup, enfin, je veux dire, en Europe aussi, dans les Alpes, on a été touché par la colonisation.
romaine, par exemple. Mais voilà, au Mexique, il y a eu plusieurs colonisations. Il y a d'abord eu des colonisations à l'intérieur des territoires de Mésoamérique entre les peuples. Et puis ensuite, il y a eu la colonisation espagnole qui est connue. Et puis, il y a eu d'autres colonisations qui sont plus nouvelles, entre guillemets, qui sont liées aujourd'hui aux nouvelles pratiques de commerce qu'il peut y avoir, qu'on peut appeler des pratiques néocoloniales aussi. Donc, c'est intéressant. Et puis, il y a un proverbe africain, j'aurais bien aimé savoir qui est l'auteur, qui dit: «Les ancêtres ne sont pas derrière nous, ils sont sous nos pieds». Donc, bien souvent, l'ancestral, il fait penser aussi à qu'est-ce qui se passe sous la terre, dans la terre. C'est vraiment, pour moi, l'ancestralité, elle est liée au territoire. Et ça, c'est très important parce que quand on veut retisser la toile d'une connaissance ancestrale, c'est nécessaire, enfin, il me paraît nécessaire et essentiel du coup, de se reconnecter au territoire, à la terre et peut-être évidemment aller diguer, aller chercher la connaissance dans les personnes qui vivent sur ce territoire, mais parfois même être un peu à l'écoute du territoire même. Euh, voilà. Euh, il- L'ancestralité, c'est une intelligence collective qui est encodée dans les gestes, dans des rituels, dans des façons et des arts de vivre. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'ancestralité, c'est une empreinte palpable qui se ressent, qui est perméable quand on est dans un lieu, quand on discute avec des personnes. Mais c'est pas forcément quelque chose qui est structuré, l'ancestralité. C'est plus comme une impression. Alors que le traditionnel, c'est plutôt quelque chose, encore une fois, c'est mon interprétation par rapport à des sensations puis des recherches que j'ai pu faire, notamment ce qui peut être défini dans des pratiques comme l'ethnobotanie ou l'anthropologie. Mais par exemple, enfin, le traditionnel, il vient du latin traditio, qui veut dire c'est l'action de transmettre. Donc déjà dans le traditionnel, il y a quelque chose de l'ordre d'une volonté de transmettre quelque chose. Et donc c'est comme le canal par lequel l'ancestral il peut voyager quoi. Et le traditionnel, du coup, c'est plus structuré. C'est peut-être plus codifié, c'est peut-être plus humanisé, entre guillemets. Moi, je trouve que, enfin, ce que je peux ressentir, c'est que l'ancestral, c'est quelque chose qu'on peut sentir, qu'on peut ressentir d'une manière presque énergétique, presque sensible, alors que le traditionnel, c'est codifié, ça a été comme traduit par l'humain, et donc c'est passé par le filtre de l'être de l'humain, donc il y a quelque chose qui est un petit peu plus figé quelque part. Mais en l'occurrence, le traditionnel, c'est assez intéressant parce que quand on étudie une médecine traditionnelle, par exemple en ethnobotanie, euh, quand on étudie une médecine traditionnelle, eh bien souvent on se rend compte qu'elle a énormément muté à travers le temps. Elle s'est adaptée aux échanges, elle a été réinterprétée à certains moments de l'histoire où ça a été nécessaire de l'ajuster par rapport à des réalités. Euh, elle a été changée par certaines générations. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est évolutif. Donc, le traditionnel, il est aussi évolutif. Et donc, moi, quand j'ai étudié, par exemple, la médecine traditionnelle européenne, parce que je vais en parler un petit peu, mais ce qui m'a fait écrire ce livre, que je vais d'ailleurs vous montrer. Ah, je vais le chercher. Donc, le grand livre de la médecine traditionnelle européenne. Ce qui m'a fait écrire ce livre, c'est que en 2018, quand j'ai commencé à être enseignante en Suisse, à Lausanne, de l'école professionnelle supérieure de naturopathie, euh, l'école refondait un programme pour pouvoir présenter des étudiants au premier diplôme fédéral suisse de médecine traditionnelle européenne. Donc, en fait, en Suisse, il y a un diplôme de médecine traditionnelle européenne qui est reconnu par l'État.
Et du coup, l'école devait emmener le premier pôle d'étudiants aux examens fédéral, à l'examen fédéral. Et donc, du coup, j'ai dû travailler, puisqu'ensuite je suis devenue responsable pédagogique de cette école, sur un programme qui pouvait permettre de préparer les étudiants à ça. Donc, on a dû reconstituer un petit peu ce que c'est que la médecine traditionnelle européenne, qui est une pratique qui est très peu connue, qui a été très peu transmise en français, et qui pourtant est une pratique qui nous vient de l'Antiquité, hein. Donc, ce que j'ai pu observer quand j'ai étudié tout ça, c'est que la tradition, elle a évolué au fil du temps. Ce que c'était à l'origine et ce qu'on en fait aujourd'hui, on l'appelle traditionnel, mais il y a eu un chemin d'évolution et des adaptations au fil du temps. Et ce que c'est que le traditionnel, voilà, c'est aussi quelque chose qui est souvent influencé par des échanges commerciaux, par des religions, par des institutions, par des politiques. Et par des contextes aussi social ou écologiques. Donc, il y a des modifications. Et par exemple, en médecine traditionnelle européenne, ben, on retrouve l'usage dans la tradition de plantes qui ne sont pas forcément originaires à la base, qui ne sont pas forcément natives, endémiques du territoire, mais qui ont été naturalisées. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent d'autres, par exemple d'Asie, mais qui ont été introduites il y a tellement longtemps et la plante, elle s'est tellement plu sur le territoire que finalement, elle a été naturalisée. Donc, elle s'est déployée sur cette terre aussi, même si elle n'en est pas à l'origine. Et donc, du coup, elle fait partie intégrante de la culture. Par exemple, au Mexique, c'est très intéressant de voir que ce qu'on appelle la médecine traditionnelle mexicaine, en fait, c'est une constitution, c'est une création de l'être humain, puisqu'en fait, chaque localité a sa propre pratique, non? Si on va dans les montagnes à 5 heures de là où j'habite, à la Chinantla, par exemple, où ils parlent le chinanteco, ils vont avoir une pratique médicinale qui va être différente que si on va à la Sierra Mije, et ils parlent le mije, qui est à 3 heures d'ici, ou si on va à la Mixteca, où les Mixtèques, ils vont avoir aussi d'autres plantes et ils vont avoir une autre pratique médicinale. Il y a des choses qui se rejoignent, mais on parle de médecine traditionnelle mexicaine et pourtant, il y a plein de pratiques selon les localités. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, du coup, la médecine traditionnelle mexicaine, par exemple, ben, c'est quelque chose qui a été constitué par l'humain, mais qui n'est pas le reflet de la finesse des pratiques selon les localités. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que dans la médecine traditionnelle mexicaine ou dans les pratiques médicinales locales, souvent sont utilisées aujourd'hui des plantes qui ne sont pas natives. C'est-à-dire que, par exemple, euh, moi, je travaille avec beaucoup de sages-femmes et d'herboristes ou de guérisseuses zapotèques de Oaxaca. Et beaucoup vont utiliser des plantes comme le calendula, la camomille, le romarin, l'armoise, l'absinthe, des plantes, même le plantain, des plantes qui ont été introduites par la colonisation, de manière volontaire ou non. Par exemple, le plantain, il est arrivé sans qu'on l'ait voulu. C'est la première plante qui a colonisé le territoire. C'est pas qu'on l'a plantée, c'est les semences, elles ont voyagé avec les colons. Et donc, les plantes, elles se sont sur des territoires où les graines, elles peuvent germer parce que c'est un écosystème qui leur paraît propice, enfin, un biotope qui est un biotope propice qui donne les conditions à la germination de la graine. Bah, du coup, il y a des plantes qui s'introduisent comme ça dans des territoires. Donc, la colonisation, d'une manière voulue et invoulue, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de colons qui ont apporté leurs plantes, font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de plantes qui se sont naturalisées. Donc, moi, quand je vais dans les forêts au-dessus de chez moi, bah, je trouve de l'alchémie, du trèfle, de l'ortie, du pissenlit, etc., etc. Donc des plantes du sureau noir, des plantes qui sont arrivées avec la colonisation et qui se sont naturalisées.
Et donc, du coup, forcément, ces plantes, elles se sont naturalisées. Donc, les personnes localement, depuis des siècles, elles se sont appropriées ces plantes et elles les ont installées dans leur pratique médicinale. Donc, les guérisseuses, les sages-femmes, les herboristes avec qui je travaille, il y en a beaucoup qui vont utiliser ces plantes médicinales qui sont les mêmes que chez nous, par exemple. Donc, la médecine traditionnelle ou le traditionnel, c'est quelque chose qui est un petit peu plus construit par l'être humain, par l'humain, et qui s'adapte par rapport au contexte. Donc, par exemple, dans une médecine traditionnelle, il peut y avoir des plantes qui ne sont pas forcément endémiques ou natives à l'origine, mais qui ont été naturalisées, donc qui se sont déployées. Donc, dans notre médecine traditionnelle européenne, on a, même si c'est des plantes qui sont là depuis des fois des millénaires, c'est pas forcément des plantes qui sont originaires de, 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 de l'Europe, entre guillemets. Voilà. Euh, voilà. Il y a là, une définition de la médecine traditionnelle pour l'OMS, parce qu'on parle de médecine traditionnelle, en fait, il y en a plein. Là, je vous disais la médecine traditionnelle européenne, qui n'est pas très connue, dont on va discuter un petit peu à la fin. Médecine traditionnelle chinoise, médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda, médecine traditionnelle arabe, la médecine traditionnelle Maya, la médecine traditionnelle, etc., etc. Donc, vous avez des médecines traditionnelles dans plusieurs endroits du monde. Et donc, l'OMS a une définition donc, pour ces médecines et parle de l'ensemble des connaissances et compétences et pratiques qui reposent sur des théories, croyances, expériences propres à différentes cultures, utilisées pour maintenir la santé, la prévenir, la diagnostiquer, la traiter ou guérir des maladies. Donc, c'est la définition de l'OMS des médecines traditionnelles. Ah oui, j'ai mis dans toutes les conférences du mois de mai, je crois que j'ai cité Robin Wall Kimmerer du livre Tresser les herbes sacrées. Oui, c'est ça. C'est ça, hein, je me souviens plus. Je l'ai tellement cité. Donc, elle dit, les plantes nous ont précédés sur cette terre de 400 millions d'années. Elles ont beaucoup à nous apprendre si nous acceptons de nous taire assez longtemps pour les écouter. Donc ça fait un petit peu, cette citation, elle fait un petit peu le pont avec l'autre point que j'avais envie de discuter, duquel j'avais envie de discuter avec vous. C'est en quoi on a besoin d'aller chercher dans l'ancien pour servir le futur. Pourquoi, alors que la science, elle fait des progrès, qu'on a de nouvelles technologies qui existent, pourquoi on a besoin de regarder l'ancestral, écouter l'ancestral, regarder le traditionnel? Pourquoi elle a un intérêt, cette médecine traditionnelle européenne, alors que si on regarde d'un point de vue purement physiologique, à l'époque de la Grèce antique, il y avait plein d'erreurs anatomiques. Pourquoi il y a quand même un intérêt à regarder, se tourner vers ces médecines traditionnelles ancestrales? Bonsoir. Ah, merci. Tresser les herbes sacrées. Euh, alors, pourquoi l'ancien, il peut servir le futur? Bon, déjà, la première chose à savoir, c'est que... Enfin, la première chose à savoir, je pense que peut-être que tout ce que je suis en train de vous raconter, vous le savez déjà d'ailleurs. Euh, Déjà, la première chose qui est intéressant à se rappeler, c'est que euh, la connaissance ancienne ou les anciens qui n'avaient pas les mêmes dispositions technologiques, euh, beaucoup, beaucoup voilà, les anciens qui n'avaient pas accès à la technologie qu'on a aujourd'hui ou à la connaissance des molécules actives, etc., avaient pour autant accès à une connaissance qui provenait de l'observation. Donc, de l'observation des cycles de la nature, des saisons, des plantes, de l'être humain, et puis d'erreurs, d'essais avec des erreurs et des succès, non? Donc, on a des connaissances dans l'ancien temps qui proviennent de personnes qui vivaient dans la nature
qui étaient à l'écoute de la nature, qui observaient beaucoup plus et du coup qui en déduisaient certains savoirs et qui ont essayé certaines plantes. Il y a certaines théories qui disent aussi que, par exemple, il y a un livre qui s'appelle Le serpent cosmique de Kevin Nerby sur l'ayahuasca et qui explique que, en fait, euh, les, les gardiens de connaissances en Amazonie, ils accédaient à certains savoirs sur les plantes par la prise de plantes qui pouvaient les aider ou par la clairvoyance. Donc, parfois, ça vient de l'observation, parfois, ça vient de l'essai et d'essais et des erreurs, et puis parfois, ça vient aussi d'inspiration peut-être plus sensible si on y croit. Et donc, dans un moment de l'histoire où on est tellement déconnecté de notre environnement, de notre écosystème, où on n'arrive plus à se poser pour observer, écouter le sensible, peut-être que ces personnes qui avaient une capacité à se connecter à cela, avaient la disposition pour le faire, eh ben, ont eu accès à des choses par lesquelles nous, on ne peut pas avoir accès parce qu'aujourd'hui, on est tellement saturé d'informations, ça va tellement vite dans notre cerveau, on est tellement déconnecté du vivant qu'on n'a peut-être pas la capacité, ou en tout cas, il faudrait l'entraîner, il faudrait essayer de se rééduquer à ça pour avoir accès au même niveau d'information. Donc peut-être que ces savoirs anciens qui ont été transmis aux hommes ou qui ont été observés par les hommes, bah, c'est des savoirs qui nous seraient difficiles aujourd'hui de toucher, puisqu'on est tellement déconnecté, ça va tellement vite dans notre cerveau, il y a tellement d'informations qui nous ceinturent et qui nous bouchent les canaux sensoriels, qui nous rendent beaucoup moins clairvoyants. Et puis c'est super intéressant de savoir qu'aujourd'hui, la pharmacopée, donc les plantes médicinales, enfin l'usage plutôt la pharmacie, euh, on sait que les médicaments, il y a Romain Munier qui est un biologiste qui est aussi chercheur à l'INSERM qui dit qu'il y a à peu près 50% des médicaments qui sont d'origine, et c'est 50% et c'est certainement plus, de molécules naturelles qui ont été préalablement identifiées par les peuples traditionnels. Donc, bien souvent, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de laboratoires pharmaceutiques, par exemple, qui vont aller dans des peuplades traditionnels, essayer de rencontrer les gardiens de savoir pour se rapprocher des usages. Et ensuite, ben, malheureusement, bien souvent, il y a des brevets qui sont déposés et il y a une exploitation de la dite plante qui est faite par le laboratoire pharmaceutique ou une analyse de cette plante pour ensuite la synthétiser chimiquement et en faire un médicament. Donc ça, c'est assez intéressant et c'est des pratiques qui sont encore effectuées aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle notamment la biopiraterie. Donc il y a beaucoup d'industries pharmaceutiques qui sont à l'origine de, de biopiraterie. Mais là, donc voilà. Donc ça, c'est un truc intéressant à savoir. Donc même aujourd'hui, même la pharmacie, même la science va s'appuyer sur des savoirs traditionnels pour avoir accès à des savoirs sur les plantes, puisque ça marche. Et donc, par exemple, la morphine, ça vient du pavot. Par exemple, l'aspirine, ça vient de l'écorce du saule blanc, etc., etc. On a beaucoup d'exemples comme ça, ou le curare, que vous connaissez peut-être, qui est un anesthésiant, je ne sais pas si c'est encore utilisé, mais c'était utilisé à l'époque pour les opérations, etc., enfin, comme un anesthésiant et qui était utilisé par les chasseurs en Amazonie. Donc, ils plantaient la flèche dans le curare et ensuite, pour, euh, pour chasser, ben voilà, ils tiraient la flèche sur un animal et l'animal se laissait paralyser et du coup, c'était comme ça qu'ils pouvaient chasser. Donc, c'était des pratiques qui étaient utilisées et cette même substance, elle est utilisée pour l'anesthésie. Donc, il y a quand même une validation à travers ces exemples que le traditionnel, l'ancestral, entre guillemets, il peut servir le futur, en tout cas d'un point de vue des remèdes. Voilà. Ensuite, d'un point de vue peut-être plus philosophique ou de plus global,
on est quand même dans un moment de l'histoire où on vit une crise qui est multi-étage, à la fois écologique, sanitaire, politique. Et on a des grandes clés chez certaines peuplades traditionnelles, encore une fois, pas dans toutes, on ne peut pas non plus romantiser toutes les peuplades traditionnelles ni les pratiques ancestrales. Par exemple, juste petite parenthèse, pourquoi on ne peut pas trop romantiser? Par exemple, au Mexique, il y a une loi qui s'appelle les us et coutumes et qui permet aux peuples traditionnels, donc aux communautés autochtones, de pouvoir avoir leur propre mode de fonctionnement politique. Donc, être un petit peu en dehors de la loi et des règles de l'ensemble du pays. Donc, par exemple, à Oaxaca, il y a beaucoup de communautés autochtones qui ont leur propre mode de fonctionnement, qui ont leur propre prison, qui passent même pas par le tribunal pour faire l'évaluation quand il y a, enfin pour juger quand il y a des personnes qui font des actes de délinquance même des meurtres, des choses comme ça. La communauté ne passe pas par le tribunal. Elle va en fait faire une assemblée et c'est la propre communauté qui va prendre les décisions. Donc c'est un petit peu ça pour tout. Donc c'est ce qu'on appelle les us et coutumes pour les communautés autochtones qui ont leur propre langue et qui ont un propre fonctionnement. Et c'est aussi pour pouvoir préserver leur culture. Donc ça c'est quelque chose qui est assez inédit dans le monde. Donc c'est assez intéressant comme observation. Et en fait, il y a des communautés autochtones qui ont des règles qui sont extrêmement intéressantes, intelligentes. Donc, par exemple, dans la Sierra Norte, qui est donc la montagne du Nord, qui est quoi, à 30 minutes de chez moi, vous avez plusieurs communautés qui s'appellent Los Pueblos Mancomunados. Donc, c'est un ensemble de communautés autochtones et ils ont vraiment une grande intelligence collective. Donc, c'est des peuples où il n'y a pas de c'est des communautés où il n'y a pas de propriété privée, donc c'est vraiment un régime collectif. Et puis, il y a des règles comme par famille, le droit qu'à couper un seul arbre toutes les tant d'années, l'usage de l'eau, il est réglementé, la reforestation, chaque famille doit participer à la reforestation. Donc, vous avez, par exemple, dans ces peuples-là, des mancomunados, vraiment une grande intelligence collective et du coup, les traditions, elles sont vraiment positives. C'est vraiment dans le sens de la préservation de la terre, des savoirs sur les plantes médicinales, des savoirs sur l'artisanat. Donc, et c'est plutôt dans un sens positif. Par contre, dans d'autres endroits du Mexique, vous pouvez avoir des us et coutumes qui sont au contraire plutôt néfastes, notamment pour les femmes, parce que c'est quand même parfois dans certaines communautés autochtones, c'est extrêmement machiste, il y a de la violence envers les femmes, par exemple, où il y a des règles, des règles qui sont complètement en lien avec la religion et un petit peu extrêmes. Donc, dans certaines communautés, la tradition, elle n'est pas forcément dans le sens de la bienfaisance. Donc, voilà, l'ancien, la traditionnelle, c'est pas toujours synonyme non plus de quelque chose de positif, de quelque chose qui est, euh, qui est, qui est, qui a à vouloir reproduire ou s'inspirer. Donc, il y a aussi attention à non pas non plus romantiser l'ancestral et le traditionnel, parce que parfois, bah, il y a des pratiques qui sont aussi critiquables. Oui, Stéphanie, tu partages aussi sur le Maroc. Euh, ouais. Et du coup, effectivement, voilà, ça c'est un petit point. Et puis ce que je voulais dire, du coup, c'est que si je reviens plutôt à la partie médecine traditionnelle, médecine ancestrale, ou surtout la médecine traditionnelle, ce que ces médecines traditionnelles de plusieurs parties du monde, elles peuvent nous apporter, ou qu'est-ce qui peut être inspirant, c'est que quand on les étudie, il y a certains points communs. Alors évidemment, il y a des choses qui sont différentes parce que toute médecine, elle va développer un système
qui est en lien avec la nature du territoire, avec la cosmogonie, les mythes, les formes de corps, les types de maladies qui sont les plus récurrentes, le climat, etc. Donc, chaque médecine traditionnelle, elle va créer un système parce que c'est ça qui fait que c'est ça ce qui différencie en fait des pratiques de soins un petit peu localisées, comme ah bah ma grand-mère, elle utilisait telle, telle plante pour faire tel cataplasme, ou ce qui différencie des savoirs un petit peu fragmentés comme ça, médicinaux, avec ce qu'on appelle une médecine traditionnelle, c'est vraiment le fait que ça soit systématisé. Donc, une médecine traditionnelle, comme le disait l'OMS, c'est quelque chose qui est codifié, systématisé. Et donc, par exemple, l'Ayurveda, c'est systématisé. La médecine chinoise, c'est systématisé. Ça veut dire qu'il y a une méthodologie. Il y a quelque chose qui est qui a été codifié, qui a été structuré. Et donc, c'est ça qui différencie la médecine. Les médecines traditionnelles, elles se différencient des pratiques locales, peut-être ethnobotaniques, populaires, etc., qui sont un petit peu fragmentées. Donc, c'est une médecine traditionnelle, c'est pas un savoir isolé, c'est une méthodologie globale. Et donc, du coup, dans l'observation de ces médecines traditionnelles, quand on observe un petit peu les méthodologies globales en commun, même si on enlève les étiquettes culturelles, eh ben, on voit qu'il y a des choses qui sont similaires. La première chose qui est similaire entre les différentes médecines traditionnelles, c'est qu'il y a une vision globale. Donc, l'être humain, ça veut dire que, selon ces traditions, médecine traditionnelle, l'être humain, il a un corps physique, mais il n'a pas qu'un corps physique. Il peut avoir un corps émotionnel, mental, énergétique, spirituel. Il est interconnecté avec son environnement et il est aussi en lien avec sa culture. Donc, dans toutes ces médecines traditionnelles, il y a la conception que l'être humain, il n'est pas qu'un corps physique. Dans toutes ces médecines traditionnelles, il y a la notion aussi d'énergie vitale. Donc, par exemple, en médecine traditionnelle européenne, on va appeler ça, selon les auteurs, ça peut être pneuma, par exemple. Pour les médecines chinoises, ça va être le qi. Pour l'Ayurveda, ça va être le prana. Pour les mayas, ça va être chulel, etc., etc. Donc, dans les médecines traditionnelles, il y a cette notion d'un principe de vie qui, existe dans toutes les choses vivantes et qui permet la vie. Donc, quand il n'y a plus d'énergie vitale, ça veut dire qu'il y a la mort, la disparition de la vie. Donc ça, c'est un principe qui est présent dans toutes ces médecines traditionnelles. Et puis, l'autre point qu'on trouve en commun dans toutes ces médecines traditionnelles, c'est la prévention. En général, il y a une prise en compte de la notion de prévention avec, bah, du coup, l'art de vivre, l'hygiène de vie, qu'est-ce qu'on mange, le soin du corps, l'hygiène, etc., etc. Donc ça, c'est aussi très intéressant. On retrouve aussi comme point commun entre toutes ces médecines traditionnelles, quelque chose qui est en lien avec la nature, c'est-à-dire que ce sont des pratiques, des médecines qui sont en interrelation avec la nature, qui vont reproduire des principes observés dans la nature, donc l'analogie des éléments qu'on retrouve en médecine traditionnelle chinoise, en médecine traditionnelle européenne, en médecine traditionnelle indienne, même si ces éléments, ils ne veulent pas dire la même chose selon les systèmes. euh, il y a toujours cette analogie avec le vivant, avec la nature. Il y a toujours ce principe que, on est en interrelation avec la nature, qu'on aime la nature. Et puis, il y a aussi cette idée, bah, du coup, enfin, il y a aussi cette utilisation des plantes médicinales comme premier médicament, on va dire, comme méthode de correction. Je dis correction, c'est un peu un terme un peu bizarre, mais correction du terrain. C'est-à-dire que la plante médicinale, elle va intervenir comme aide quand on a déjà changé d'hygiène de vie, quand on a... voilà, la plante, elle va aider à corriger, elle va aider à accélérer le processus. Et parfois, c'est aussi la première instance qui est utilisée dans certaines médecines traditionnelles bah, pour soigner, même en urgence. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. On voit aussi dans les médecines traditionnelles comme point commun la notion une relation au temps qui est différente,
avec bien souvent une compréhension du temps qui est beaucoup plus organique, qui est beaucoup plus en lien avec les cycles, qui est beaucoup plus en lien avec un timing organique, contrairement à notre vision du temps un petit peu moderne. Euh, voilà, je crois que j'ai dit un petit peu ce que je voulais dire. La liste est non exhaustive, on pourrait trouver plein d'autres points communs, mais il y a j'ai envie de dire, le point commun entre toutes ces médecines traditionnelles, c'est le fait qu'il y ait une tentative de comprendre l'être humain, il y a une tentative de comprendre d'où vient la maladie, une tentative de comprendre d'où vient la santé, en observant la nature, en observant le vivant. Et il y a souvent des analogies entre la nature et, euh, et du coup le système qui est mis en place. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant et bien souvent du coup on retrouve dans la médecine traditionnelle l'usage des plantes sous diverses formes. Donc par exemple on retrouve ça je trouve que c'est quand même incroyable de voir que on peut aller dans différents endroits du monde et on va pas forcément utiliser les mêmes plantes. En revanche, la méthode pour utiliser les plantes ou pour extraire certains principes actifs des plantes, c'est la même. Par exemple, de façon universelle, on peut retrouver des infusions et des décoctions, donc la boisson à base de plantes, de macération de plantes dans l'eau grâce à la chaleur. Ça, on retrouve d'une manière universelle. On retrouve d'une manière universelle aussi dans des acides gras. Donc, par exemple, des pommades, des huiles. Donc, évidemment, la base, ça va pas être la même, mais on retrouve quelque chose de similaire. Ça peut être concasser la plante avec quelque chose qui est gras. Enfin, il y a toujours cette notion-là, enfin, souvent cette utilisation d'un corps gras aussi avec la plante. Le cataplasme, de manière universelle aussi, il est utilisé. Enfin, en tout cas, donc le contact direct de la plante avec la peau, avec la surface qui a besoin d'aide. On retrouve aussi les bains sous diverses formes, que ce soit des bains de vapeur, des bains de pieds, des bains de mains, des bains de corps. Cette immersion du corps dans de l'eau infusée avec des plantes ou l'utilisation de la vapeur de plantes, c'est aussi quelque chose qui est utilisé de manière universelle dans les médecines traditionnelles. Euh, et puis, on retrouve aussi les fumigations d'une manière universelle, donc brûler des encens, donc des résines, des bois. euh, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même dans toutes les traditions. En Inde, on retrouve ça en médecine chinoise avec les moksha, on retrouve ça au Mexique avec le copal, on retrouve, euh, on retrouve en Europe, par exemple, dans les Alpes, ils utilisaient le genévrier pour faire des fumigations. Voilà, donc vous avez l'utilisation de la fumigation comme pratique aussi qui est universelle. Voilà, la liste est non exhaustive, mais c'est intéressant de voir que c'est pas forcément les mêmes plantes, et pour autant, on retrouve un petit peu les mêmes façons d'utiliser les plantes, non? La distillation, c'est pareil. La distillation, on dit que la première distillation, elle a été faite en Égypte, mais on retrouve aussi des traces potentielles en Chine. Donc voilà, on sait que possiblement il y avait des distillations dans différents endroits. Donc voilà, la liste est non exhaustive, mais on a aussi ce point commun. Et là, moi, je trouve que c'est là où c'est fascinant, parce que ça veut dire que l'être humain, il a une recherche un petit peu universelle, d'essayer de comprendre les lois du vivant, les lois de la vie, de comprendre l'être humain, de comprendre d'où vient la santé, d'observer les plantes et se dire, et en observant les plantes, comment est-ce que je peux utiliser la plante pour le soin, comment je peux... Voilà. Donc, il y a quand même ces savoirs qui sont universels, qui viennent de l'observation, mais peut-être aussi qui viennent d'une certaine forme de clairvoyance. Et donc, il y a des grands sages qui ont canalisé pour nous tout un tas de systèmes. Voilà. Donc, voilà. Et puis, il y a un dernier petit point que je voulais dire aussi pour cette question, pourquoi l'ancien, il peut servir le futur. Bon, il y a aussi, je voyais dans le chat, et tu as tout à fait raison, Sylvie, que effectivement, dans beaucoup de zones géographiques, il n'y a pas accès à la médecine allopathique, il n'y a pas accès à des soins médicaux. Donc, c'est la seule manière que ils peuvent avoir d'accéder aux soins. Donc, par exemple,
par exemple, effectivement, ici à Oaxaca, dans les montagnes, bah, ça est en train de changer. C'est pour ça que là, on est vraiment dans les dernières générations. Là, même dans des villages hyper reculés, il y a des maisons de santé, des choses comme ça qui sont installées. Donc, par exemple, moi, je travaille avec les sages-femmes traditionnelles. Et donc, il y a quoi? Il y a un mois et demi, quelque chose comme ça, je suis partie à 6 heures de là où j'habite, dans la Sierra Mazateca. La Sierra Mazateca, c'est une sierra qui est très connue parce que c'est là où est née et a grandi Maria Sabina. Donc, Maria Sabina, c'était une guérisseuse, une chamane qui travaillait avec les champignons euh, psychoactif. Et donc, a été très connu parce que dans les années 60, il y a un Américain, un couple d'Américains, Gordon Watson, il s'appelle cet Américain, qui est parti pour faire une étude sur les champignons, les pratiques sur les champignons psychoactifs. Et donc, il a atterri dans la Sierra Mazateca, il a rencontré Maria Sabina, il a fait une cérémonie avec elle. Et en fait, il a écrit un article dans le Washington Post et cet article, il a été extrêmement lu. Et donc, à la suite de cet article, il y a beaucoup de personnes qui sont allées chercher Maria Sabina et notamment les Beatles, toute la vague des psychédéliques aux États-Unis. Elle a commencé avec Maria Sabina, en fait. C'est à l'époque où il y a aussi eu la synthèse de l'LSD qui a été faite à partir de l'ergot de seigle, etc. Mais vous avez du coup toute la vague des psychédéliques qui est née avec Maria Sabina, qui était une guérisseuse de la Sierra Mazateca qui travaille avec les champignons. Et Maria Sabina, du coup, elle travaille avec ce qu'elle appelle los niños santos, les enfants saints, et elle fait des veillées. Donc, elle faisait des veillées. Donc, la nuit, elle travaille avec les champignons, et elle donnait les champignons à la personne qui était malade, et elle les prenait aussi, et elle faisait des chants, elle va prier, etc., bah, pour aider la personne à se soigner. Et en fait, l'histoire raconte que, comme il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées dans cet endroit, pas pour se soigner, mais plutôt pour l'expérience psychédélique, et ben en fait, petit à petit, bah, le village, il était très en colère contre Maria Sabina. Donc, ils ont assassiné un de ses enfants, ils ont brûlé sa maison. Et elle a vraiment regretté d'avoir ouvert la porte aux Occidentaux parce que elle s'est rendue compte qu'en fait, on n'était pas capable de respecter en fait cet usage. Et en fait, ils disent que les champignons, ils ont beaucoup moins de potentiel et de force depuis cette expérience-là. En fait, elle a dit à la fin de sa vie qu'ils avaient perdu leur pouvoir à cause de de ces pratiques qui n'avaient pas été respectueuses. Et donc, du coup, moi, je suis partie dans la Sierra Mazateca parce que j'ai rencontré le petit-fils d'une sage-femme traditionnelle par hasard. Et il m'a dit, bah, viens, etc. Donc, je suis partie et j'ai rencontré du coup une femme, une sage-femme traditionnelle qui a 93 ans. Euh, je vous montrerai la photo si ça vous dit à la fin de la conférence. Je ne veux pas tout, voilà. Mais voilà, ça fait partie des. J'en ai rencontré plusieurs, mais celle-là, je crois que c'était vraiment la femme la plus waouh, qui m'a Elle m'a vraiment chamboulée. Et donc, cette femme, elle parle pas espagnol. Du coup, elle m'a raconté comment elle a commencé à être accoucheuse et sage-femme. Et du coup, elle raconte qu'elle a eu 12 enfants. Et du coup, je crois qu'à partir de son troisième enfant, comme il n'y avait pas d'accoucheuse dans le village, il n'y avait plus de sage-femme et que bah, il n'y avait pas d'hôpital à l'époque, etc. Et ben en fait, elle a commencé à accoucher les autres femmes. Et donc, moi, quand je lui ai demandé combien d'accouchements elle avait fait, elle a accouché plus de 500 femmes chez elle. Et donc, elle m'a montré les techniques de massage, bon, toutes les questions que j'ai pu lui poser. Mais ce pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'effectivement, c'était la seule manière qu'ils avaient à l'époque de pouvoir avoir leurs enfants, c'est d'avoir soit d'accoucher seul, soit d'avoir ce genre de personnes qui arrivaient. Et son mari, à cette femme, il est curanderos avec ses fameux champignons. Donc, lui, il se dédie à soigner les gens du village avec les champignons psychoactifs. Donc, il fait des cérémonies la nuit, il fait des offrandes. Donc, il a vraiment un travail en lien avec le territoire. Donc, c'est ce qu'on appelle un chaman, voilà. Euh, et du coup, c'est des pratiques qui sont en lien avec le fait qu'il n'y a pas forcément accès à des hôpitaux.
Et donc, dans ce même, à la Sierra Mazateca, j'ai aussi rencontré d'autres familles qui ont des manas, qui sont des temazcal traditionnels, par exemple, et des choses comme ça. Et c'est vrai que ils habitent tellement, c'est tellement loin, ils n'ont pas de voiture, ils sont tellement éloignés que c'est quand même des pratiques qui continuent à avoir, des bains de vapeur, des choses comme ça, pour se soigner au quotidien, parce qu'ils sont loin des hôpitaux, ils sont loin des centres médicaux. Mais il faut pas trop romantiser parce que c'est en train de disparaître. Donc, il y a une loi au Mexique, par exemple, qui est passée l'année dernière. Et donc maintenant, les sages-femmes traditionnelles qui ont pas passé de certification à l'hôpital ne peuvent plus exercer. Donc toutes ces femmes qui parlent pas espagnol, qui peuvent pas vraiment se déplacer, elles sont dans l'illégalité en fait de pratique. Donc c'est un petit peu particulier ce qui est en train de se passer. Et ça veut dire que toutes ces personnes qui ont ces savoirs, c'est la dernière génération à pouvoir le faire, ou alors, voilà, ils vont vraiment qu'ils le fassent cacher, et ça peut être compliqué au niveau légal. Donc, on est en train d'avoir une disparition aussi, mais c'est quand même des pratiques que nous aussi, on avait chez nous, il y a encore pas très longtemps, et qui ont aussi disparu. Voilà. Donc oui, je suis partie dans mon trip là de vous raconter sur la Mazateka pour aussi renforcer ta remarque, Sylvie, du fait que oui, ces pratiques anciennes, elles permettent à des personnes de se soigner ou d'accoucher, etc., à des personnes qui n'ont pas forcément accès à des structures médicales euh, modernes. Voilà. Ok, bon. Et puis du coup, le dernier point de cet échange, euh, c'est qu'en est-il de l'ancestralité et la tradition de notaire? C'est-à-dire que on peut avoir tendance à un petit peu romantiser ou se sentir appelé par la tradition et l'ancestralité d'autres territoires, parce on peut avoir l'impression que chez nous, ça a disparu. Alors, je pense qu'on laissera un petit temps après cet échange pour que vous puissiez toutes et tous prendre la parole. Mais en fait, effectivement, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est quand même rigolo. Au moment où je décide, presque au moment synchronisé, de manière symptôme, presque au moment où je décide de partir au Mexique plus longtemps, parce que jusqu'à présent, j'y suis allée comme souvent, avant de décider d'y habiter, hein. Euh, et quand j'ai décidé d'y habiter, c'est pour la simple et bonne raison que je me suis dit, OK, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre et ça va prendre beaucoup de temps. Et pour rentrer dans les zones, il faut de la patience au Mexique. C'est pas en voyage en 3 semaines qu'on arrive à percer le mystère, non? Moi, c'est après 7 ans que enfin je sens que je touche du doigt ce pourquoi je suis venue. C'est-à-dire des vraies personnes et cette densité de la connaissance et donc ça prend du temps. Et donc, très vite, je me suis rendu compte que si j'avais envie d'aller toucher cette essence et ben, il fallait que je comprenne la culture dans laquelle j'étais. Et ça s'apprend pas du jour au lendemain. Et que ça allait prendre du temps aussi pour pénétrer ces espaces-là et les infuser. Et donc, c'est au moment où je décide de partir là-bas que on me demande de devenir responsable d'une école en Suisse et de faire le programme de médecine traditionnelle européenne. Donc voilà, ça c'est un peu mon histoire, quoi. Donc je pars là-bas pour étudier la médecine traditionnelle mexicaine et en fait on me demande de travailler sur la médecine traditionnelle européenne. Donc en fait pour moi ça me rend un peu tarée des fois parce que j'ai l'impression d'être complètement divisée en deux. Mais pour autant du coup j'ai pu diguer, je sais pas si ça se dit en français, je sais plus à la fois ces traditions zapotèques, de la région de Oaxaca, principalement parce que celle que j'essaye d'explorer le plus, mais après il y en a d'autres aussi, et celle de la médecine traditionnelle européenne, et celle de ma terre alpine, parce que je viens des Alpes, et que je suis j'adore les plantes. Enfin, depuis 15 ans, je suis une cueilleuse. Voilà, les plantes des Alpes, c'est un savoir que j'ai aussi essayé de recueillir, entre guillemets. Et donc, il y avait cette histoire de, OK, je pars là-bas.
avec un appel, mais en même temps, on me demande de travailler de faire un corps de travail et une investigation, une recherche énorme, opulente sur la médecine traditionnelle européenne. Donc, c'est là où je me suis rendu compte que oui, on avait d'une part une ancestralité chez nous, et que si on revient un petit peu à la définition de l'ancestralité, bah, l'ancestralité, c'est quelque chose qui est palpable dans une terre, dans un territoire. Donc, une ancestralité, il y en a. Euh, et cette ancestralité, elle est en lien avec le territoire. Donc, si on veut accéder à l'ancestralité de notre terre, il faut qu'on se relationne avec le territoire, qu'on se relationne avec les personnes qui vivent sur ce territoire, qu'il faut qu'on se relationne avec les plantes qui poussent sur ce territoire, qu'on se relationne avec la terre, qu'on se relationne avec les esprits de la nature qui vivent sur ce territoire. Et de cette manière-là, on peut se reconnecter à cette ancestralité. Donc l'ancestralité, ce que je disais au début, pour moi, c'est quelque chose qui est plus invisible, qui est plus palpable, qui sont des portes qui ont été ouvertes et des canaux qui ont été ouverts auxquels on peut se connecter. Et pour pouvoir se connecter à l'ancestralité de nos terres, ça demande de rentrer en conversation avec le territoire, avec la terre. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que oui, il existe des traditions sur nos terres européennes. Elles ont disparu beaucoup, elles ont été fragmentées par l'urbanisation, par la religion, par l'installation de la médecine allopathique aussi. Et donc ça, je l'explique notamment bah, dans mon bouquin. Là, il y a toute une partie au début sur l'histoire. Puis celles et ceux qui ont suivi mes programmes de naturopathie, quand je raconte l'histoire de la naturopathie, je passe un peu de temps sur toute l'histoire de la médecine, etc. Et donc on comprend bien qu'à un moment donné, tous les savoirs populaires et les savoirs sur les plantes au niveau des territoires, etc., ils ont un petit peu été mis de côté pour plusieurs raisons. Bah, d'une part, la religion, effectivement, avec l'Inquisition, etc., mais aussi tout simplement avec l'institutionnalisation de la médecine. Quand les premières académies de médecine, elles arrivent au 9e siècle, qui étaient d'ailleurs réservées qu'aux hommes et à des élites, bah, petit à petit, il va y avoir il va y avoir des médecins qui vont s'installer dans certaines campagnes, etc., et qui vont prendre le monopole du soin. Ça va prendre beaucoup de siècles, hein, parce que le territoire est ample et il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient formées. Mais petit à petit, bah, plus il va y avoir de médecins qui vont être formés et qui vont avoir le monopole du soin, et plus, ben, plus la nécessité d'avoir des connaissances locales, des guérisseuses, des guérisseurs, des sages-femmes, des rebouteux, etc., plus ces nécessités-là, ces personnes-là, elles vont perdre de leur nécessité. Et, et puis ensuite, avec le siècle des Lumières, il va y avoir aussi la lutte contre l'obscurantisme. Et là, on rentre aussi dans une perte de crédibilité par rapport à des pratiques qui peuvent être jugées superstitieuses, par exemple. Donc, on a la religion, l'urbanisation, l'institutionnalisation de la médecine, et puis la lutte contre l'obscurantisme, qui ont petit à petit fait disparaître les connaissances des localités qui étaient bien souvent, donc les connaissances des localités, elles étaient liées à des savoirs ancestraux de la terre, des plantes locales, et bien souvent en reliance avec des rituels païens, pré-chrétiens, et voire même celtes, etc. Donc selon les territoires, selon l'histoire du territoire, il y a souvent eu des mélanges dans les connaissances. Euh, et du coup, voilà, ça c'est la réalité de pourquoi ça a été cassé, rompu, fragmenté. Et donc aujourd'hui, dans les localités, on peut encore accéder à des bribes de connaissances. C'est, c'est très compliqué de retrouver un système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de connaissance d'un système de soins. Par contre, de petites méthodes, enfin de petites, je veux pas petites dans le sens isolées plutôt que petites. Je veux pas dire que ce n'est pas efficace ou quoi que ce soit, mais il y a la possibilité de rencontrer des méthodes isolées. Ah bah tiens, une brûlure, tiens, il y a telle prière associée à telle plante. Donc il y a des connaissances, des bribes de connaissances comme ça qui peuvent être recueillies par-ci, par-là. Et bien souvent, si on veut recueillir ces connaissances par-ci, par-là, eh ben, il y a un blocage, c'est celui de la langue.
Donc, par exemple, nous, dans les Alpes, il y a beaucoup de savoir de anciens qui connaissent le nom des plantes selon leur nom en patois. Donc, la langue, le fait qu'on ait perdu des langues anciennes, ça nous coupe aussi d'un savoir sur la tradition. Et c'est là où c'est hyper intéressant de peut-être réapprendre certains mots ou aller chercher, voilà, il y a de plus en plus de dictionnaires parce que ça, ce besoin de ne pas faire perdre les langues locales, c'est quelque chose qui est assez nouveau, qui revient. Donc, par exemple, même au Mexique, les langues autochtones, elles étaient en train de disparaître. Et puis finalement, là, les nouvelles générations, elles font tout pour pas que ça disparaisse. Parce que si une langue, elle disparaît, elle emmène avec elle tout un savoir. Tout un savoir sur les plantes, tout un savoir sur les méthodes de soins, sur l'artisanat, etc. Donc, il faut absolument pas laisser les langues disparaître. Et donc, dans nos territoires, si on veut accéder à la tradition, bah, parfois il faut passer par la langue, par interroger des personnes qui parlent encore le dialecte. Et il n'y en a plus beaucoup, donc ça demande une vraie recherche. Et donc il y a de plus en plus de personnes qui se réintéressent à ce qu'on appelle l'ethnobotanie, donc l'étude de l'usage des plantes. Et donc vous pouvez trouver sur Internet, moi j'ai trouvé pas mal de choses très intéressantes sur certaines localités. Vous avez peut-être un anthropologue ou un ethnobotaniste qui a fait sa thèse sur un territoire en particulier. Vous pouvez retrouver des choses très intéressantes. Moi, à travers des mémoires ou des doctorats, enfin des thèses, parce que vous avez des personnes qui dédient 3 années de leur vie à l'usage d'une plante médicinale dans une région particulière. Donc ça, vous pouvez trouver. Donc, interroger les anciens qui parlent encore la langue, interroger un petit peu les personnes qui peuvent avoir ces connaissances-là. Et puis, là où il y a beaucoup, beaucoup de préservation des savoirs, c'est dans les monastères. Parce que dans l'histoire de la médecine, donc là, je ne suis pas en train de tout vous raconter. Je suis un petit peu désorganisée aujourd'hui dans mon exposé, je suis désolée. Mais dans l'histoire de la médecine, les monastères ont eu une grande place dans la préservation des savoirs antiques sur les plantes médicinales et la culture de plantes médicinales. Notamment, vous avez Charlemagne qui a imposé en fait aux monastères de cultiver un certain nombre de plantes médicinales. Donc il y avait une liste de plantes médicinales que tous les monastères devaient cultiver. Ce qui fait que dans les monastères, si vous allez par exemple dans les monastères de la Chartreuse, et ben en fait vous avez énormément de savoirs sur les plantes médicinales que vous pouvez retrouver. Donc les monastères, c'est des lieux incroyables pour les savoirs sur les plantes aussi, pour retrouver, pour aller diguer, chercher des savoirs sur votre territoire. Donc, des bribes de savoir comme ça, un petit peu parsemées, on peut les retrouver en cherchant sur Internet des études ethnobotaniques, en interrogeant nos anciens de nos communautés, en cherchant un petit peu dans les vieux livres, les vieux ouvrages. Et parfois, il faut aller chercher les noms parce que ce n'est pas forcément les noms scientifiques qui sont utilisés, c'est des noms populaires. Et donc, entre les différents territoires, vous avez des noms de plantes qui ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est hyper intéressant de savoir que du coup, bah, des fois, on parle de la même plante, mais elle n'a pas le même nom, donc on ne s'en rend pas compte. Et du coup, dans les monastères aussi, vous pouvez avoir des informations sur les plantes médicinales. Et du coup, euh, ce qu'on appelle la médecine traditionnelle européenne, c'est encore une autre chose, puisque là, on est sur une médecine traditionnelle. Donc, si on reprend l'étymologie et si on reprend la définition dont on a parlé tout à l'heure d'une médecine traditionnelle, on est sur une médecine qui a été un petit peu systématisée, c'est-à-dire un système. Donc, on est sur une méthodologie de lecture du corps humain, une méthodologie de compréhension de la santé, une méthodologie d'accompagnement, une méthodologie d'usage des plantes, une méthodologie de l'alimentation, une méthodologie des pratiques de soins. On est sur un système qui a été construit par l'être humain, donc certainement imparfait, mais qui a été construit avec une méthodologie qui permet de voir un corps et de déterminer les déséquilibres qu'a ce corps et de par rapport à ces déséquilibres qu'a ce corps, comprendre et chercher aussi l'origine de ces déséquilibres et de par cette compréhension-là, peut-être recommander des aliments, recommander des plantes, pratiquer certaines pratiques de massage, etc., pour ramener le corps à l'équilibre. Donc, ce qu'on appelle la médecine traditionnelle européenne, c'est une méthodologie de lecture
de compréhension de la santé et de rétablissement de la santé avec des pratiques naturelles qui sont issues de notre tradition. Et la médecine traditionnelle européenne, elle trouve sa racine en Grèce antique, chez Hippocrate de Cos, et avant Hippocrate de Cos. Et du coup, c'est vraiment une médecine qui se base sur la pensée grecque, qui est la mère de notre médecine aussi allopathique. Ce qu'on appelle la médecine traditionnelle européenne, c'était dispensé, enseigné dans les universités de médecine, dans les académies de médecine, jusqu'à 17e, 18e, 19e siècle, selon les endroits. Donc, ça a été ensuite perdu, notamment, et décrédibilisé, notamment quand on a commencé à faire de l'anatomie et qu'on s'est rendu compte que certaines descriptions des physiologiques étaient complètement erronées. Donc, du coup, on a discrédité ces pratiques-là. Alors que, en fait, c'est rempli de symboles, c'est rempli de langage, c'est rempli d'images qui nous permettent de comprendre vraiment l'être humain et son interconnexion avec la nature et de pouvoir vraiment établir des protocoles, entre guillemets, si je veux dire, ou des méthodologies d'accompagnement qui sont hyper fines. Pour autant, on est dans un univers qui est beaucoup plus symbolique, qui est beaucoup plus onirique, qui est beaucoup plus holistique aussi, et du coup, qui ne correspond pas forcément avec le modèle aujourd'hui de l'allopathie. Donc, c'est complémentaire, c'est en aucun cas en opposition. Donc, il existe chez nous à la fois des, une ancestralité dans nos territoires, des bribes de connaissances sur des savoirs locaux, l'usage de plantes au niveau local, mais il existe aussi de manière plus ample une médecine traditionnelle, donc un système euh, traditionnel de santé qui s'appuie sur tout ce dont on a parlé et qui nous vient de la Grèce. Voilà. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais vous raconter aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop confuse ni dispersée parce que je me suis sentie un peu dispersée dans ma petite présentation. Mais j'espère que vous avez quand même pu suivre le fil et vous nourrir de certaines réflexions. Voilà. Euh, Bah, avant de vous laisser la parole, je vais juste vous parler de ça. Donc, bah, le petit livre, il fait quand même 450 pages, plus 300 pages d'annexes que vous trouvez en ligne hein, sur toute cette médecine traditionnelle européenne. Et du coup, je propose aussi une formation professionnelle donc pour les personnes qui sont déjà naturopathes ou qui sont herboristes ou qui sont médecins ou qui sont pharmaciens ou qui sont kinés ou qui sont dans l'accompagnement, qui ont déjà un diplôme qui leur permet d'être dans l'accompagnement ou qui sont en formation pour l'être. Et donc, c'est une formation sur 16 mois pour plonger dans ces savoirs-là et intégrer cette méthodologie et cette lecture à vos pratiques. Voilà. Et donc, si vous êtes intéressé par cette proposition, vous pouvez revenir vers moi par mail, et puis je vous passerai toutes les infos. La cohorte, elle va débuter fin mai. Si c'est nécessaire pour vous, je peux tirer pour certaines personnes qui peuvent nous rejoindre dans courant mois de juin, mais voilà, c'est mai-juin, là, c'est les dernières possibilités pour s'inscrire. Et puis, je suis pas sûre qu'il y aura une autre édition parce que j'ai envie de faire d'autres choses à l'avenir. Mais en tout cas, voilà, je propose cette formation qui est hybride, formation en ligne. Et puis, je propose deux stages en présentiel, enfin, des stages en présentiel aussi, en option, où on va faire de la pratique. Voilà, en Haute-Savoie. Et puis, du coup, je vous ai mis aussi les autres choses que je propose pour vous inviter également à suivre mon travail si ça vous intéresse. À cet autre événement, il est dans 10 jours. Là, on est le 11 mai, donc le 22 mai commence ce stage sur la culture de plantes médicinales et notre relation à la terre en Haute-Savoie. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'écrire un petit mail aussi et je vous donnerai plus d'infos. Puis mes programmes en ligne aussi qui sont ouverts aux inscriptions pour encore un mois si ça vous intéresse. Et voilà.
Et maintenant, je vous laisse la parole si vous avez des questions. Oui, je veux bien prendre la parole, mais c'est pas une question. C'est juste pour te remercier parce que c'est un joli témoignage. Et moi, je rentre là d'une semaine justement au milieu de nulle part au Maroc, entre la vallée des Roses et puis au pied de l'Atlas. Et, euh, et j'ai pu effectivement mesurer justement toute la beauté de cette ancestralité, de ces traditions. Euh, Justement en goûtant les plantes, en voyant l'importance que peuvent avoir les plantes justement dans ces régions-là qui sont retirées. Et voilà, donc ça me parle d'autant plus. En tout cas, merci. Hmm. Est-ce que quelqu'un voudrait partager, témoigner, poser une question? Ouais, je veux bien aussi. Avec plaisir. Mais je crois que tu as aussi des questions notées. Euh, ouais, je voulais aussi te remercier. J'ai pas vraiment de questions, mais je suis vraiment touchée par ta transmission, par la sincérité de tes transmissions. Je suis très proche des terres depuis enfant. Je me sens comme très reliée à chaque fois que je vais dans un nouvel endroit, à ce que les terres racontent, etc. Et par la médecine des plantes également, mais comme avec un prisme où j'ai pu entrevoir quand même beaucoup d'aspects commerciaux. Enfin, mon regard s'est posé sur tous les aspects commerciaux de tout ça et j'ai préféré m'en éloigner et faire mes petites choses. Très simplement, comme en étant un peu touchée de tout ça. Et ce que tu portes, ton témoignage vient faire résonner très simplement ce que j'ai mis de côté et ça vient réveiller euh, par écho, je pense, l'authenticité avec laquelle je peux retourner et avec grand plaisir là-dedans et merci pour ça. Hmm. Mm. Hmm. Voilà, c'était Hmm. mon petit témoignage, mais merci beaucoup pour chacune des conférences aussi. Hmm. Merci beaucoup. Ouais, et oui, enfin, je pense que tu as raison, enfin, je pense qu'on a raison de se méfier, ou tu as raison de se méfier de cet aspect commercial parce qu'il est existant, mais ça, c'est la croûte, quoi. Et c'est exactement pour cette raison que moi, je me suis dit, waouh, si j'ai envie d'aller dans l'essence, ça va prendre du temps, ça demande de comprendre les règles du jeu, d'aller avec beaucoup, beaucoup d'humilité. Et c'est pour ça que je suis ici depuis 7 ans. Parce que ça prend du temps et effectivement, et c'est par le plus simple, hein, parce que bien souvent, les femmes de connaissance ou les hommes de connaissance que j'ai rencontrés, qui sont les plus, pour moi, les plus puissants et les plus touchants, c'est des personnes qui n'ont jamais appris. Et parfois, par exemple, la partera, la sage-femme dont je vous parle, son mari, qui est chaman, il a appris tout seul, hein. Elle a appris toute seule et lui, il a appris tout seul. C'est-à-dire que à 50 ans, tous les deux, enfin, elle plus jeune, mais lui, à partir de 50 ans, parce que leur fils était très malade, il a dit, OK, bah, je vais étudier la médecine des champignons, de la terre, et il a appris tout seul. Maintenant, il en a 90, etc. Et donc, la plupart du temps, et il y a eu un autre maracame et un autre chaman, Don Eugenio, que j'ai eu la chance de côtoyer pendant plusieurs années. Quand je lui ai demandé, une fois, on a fait la route ensemble pendant 7 heures de Mexico à Huejucuta, le désert où ils font leur pèlerinage, cette communauté de Wiraekari. Et en fait, Don Eugenio, quand je lui ai demandé comment tu es devenu Maracame, il me disait, bah, en fait, il explique que lui, il vient d'un endroit qui était, enfin, d'une famille un petit peu, ouais, il sait pas trop il savait pas trop d'où il venait, il était un peu orphelin en fait. Il a navigué beaucoup, il a été alcoolique, il a été témoin de Jéhovah, mais il vient de cette communauté qui est ancrée dans la culture du Ikuri, donc le peyoté, etc. Mais il venait pas d'une famille apparemment qui venait de ça.
Et puis, il a décidé d'aller suivre le pèlerinage avec sa communauté. Et en fait, il m'a dit que pendant le pèlerinage, le vent lui a dit qu'il était chaman. Mais qu'avant, il devait passer, je ne sais plus si c'est 20 ou 30 ans, avec sa femme et à cultiver sa terre. Et donc, c'est comme si dans cet espace de simplicité, d'engagement avec les gestes simples du quotidien, dans se prendre soin de sa structure familiale et dans cet ancrage, en fait, au quotidien, c'est là où il allait pouvoir développer tout son savoir et que tout ça allait s'ouvrir. Donc, je pense que tu as raison. Enfin, je pense que ça passe par cette simplicité-là, en fait. Hmm. Ah, mais ça me touche beaucoup parce que j'ai jamais eu, et je m'arrêterai là, mais j'ai jamais cru que j'allais avoir envie un jour de m'arrêter quelque part. Enfin, m'arrêter, on va dire, d'acheter une maison, et depuis quelque temps, ça me souffle. Je sens vraiment que j'ai besoin d'un lieu, de sentir un lieu et de connecter avec lui pour le vivre comme je le sens vraiment profondément. Et oui, c'est ça. Il y a quelque chose. Même si j'ai pu cultiver mes terres à chaque fois que j'ai été à des endroits, j'habite souvent dans les bois quand même. Mais c'est encore différent. Cet appel est nouveau pour moi et je crois que ça fait partie de cette rencontre. Hmm. Mm. Merci, Camille. Merci à toi. Moi, j'ai une petite question. Mhm. Alors, je partage, je suis en résonance totale avec tout ce qui s'est dit. Ça fait longtemps que je chemine euh, avec tes formations et tes conférences et ça fait longtemps. Franchement, maintenant, je ne sais pas, ça se compte en plusieurs années. Et je vois à quel point, effectivement, c'est transformateur, c'est hallucinant. Je me faisais la réflexion tout à l'heure, j'étais dans mon jardin parce que je suis enfin, je suis voilà, j'ai accès à un jardin depuis une semaine et j'étais en train de tailler des trucs et je ah mais il y a ça là et puis et je, déjà je le regardais différemment depuis quelques temps mais maintenant comme je suis le programme naturopathie régénérative, je t'ai envoyé un mail à ce sujet d'ailleurs, euh, et ben je l'ai vu encore différemment parce que je suis en train d'abord je respecte absolument tout ce qui pousse mais là je me suis dit mais c'est fabuleux, pourquoi ça pousse à cet endroit-là, qu'est-ce que ça me dit, voilà. Et donc, j'ai une petite question qui concerne, enfin, en rapport avec la médecine chinoise. J'ai d'abord une réflexion à faire et après, et une petite, non, d'abord une petite question, après une réflexion. En médecine chinoise, on dit, en pharmacopée chinoise, il y a une notion qui est la notion du Daodi. La notion de Daodi, D-A-O-D-I, c'est une plante, elle pousse sur une certaine terre, sous un certain climat, avec un certain sol, et dans des conditions écologiques spéciales. Donc, pour les Chinois en pharmacopée chinoise, eh bien, il y a des plantes qui doivent venir impérativement d'une région de Chine et pas d'une autre pour euh, qu'elles aient totalement leurs propriétés thérapeutiques. Or, tu parlais tout à l'heure de plantes qui ne sont pas natives, mais qui ont été implantées sur d'autres territoires depuis longtemps. Et donc, par exemple, quand on parle du ginseng français, on sait que le ginseng français ou l'angélique chinoise, par exemple, qu'on essaye de faire pousser en France, pour l'instant, on n'a pas de recul sur les études pour se dire qu'elles ont les mêmes propriétés thérapeutiques que celles qui poussent en Chine. Donc, est-ce que, quand tu parles des plantes qui ont été implantées au Mexique, il y a eu des études de fait qui montrent, je parle de camomille, tu parles de camomille, de romarin, etc. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites qui ont montré que les plantes avaient les mêmes propriétés ou peut-être des propriétés différentes qui correspondent aux besoins de la population locale? Alors, c'est complètement vrai. Enfin, j'adore qu'il y ait un mot pour ça en médecine traditionnelle chinoise. Bah, nous, on parle du biotope et nous, on sait, par exemple, on sait qu'un thym qui a une nature en médecine traditionnelle européenne de chaude et sèche, très chaude et sèche, qui est vraiment une plante qui va assécher, décoller les mucosités, assainir, qui est une plante aussi qui est antifongique, antibactérienne, antivirale, qui est une plante qui va augmenter la microcirculation, notamment au niveau des poumons, au niveau de l'estomac. C'est une plante qui va vraiment réchauffer et assécher.
On sait que par exemple, si ce thym, on le fait pousser dans les Alpes, dans une région dans le nord de la France où il pleut tout le temps, excusez-moi, je caricature un peu. Euh, eh bien, eh bien, on se rend compte qu'elle elle va pas avoir la même puissance. Elle va pas être aussi réchauffante et asséchante que la plante qui va pousser dans le sud de la France, en plein soleil, etc. Donc, c'est la même chose pour les plantes enfin, chez nous, même à l'intérieur de notre territoire. C'est-à-dire que, il y a des études qui ont été faites sur certaines plantes que selon les biotopes, enfin selon l'exposition au soleil, selon l'altitude, et parfois même selon le moment de la récolte, qui vont pas avoir les mêmes principes actifs. Donc, ça, c'est une réalité pour toutes les plantes et même à l'intérieur d'un territoire. Et parfois, par exemple, je parlais avec une amie l'année dernière quand on a fait le stage Créer son jardin forêt médicinal, on a planté des rhodiolas, qui est une plante adaptogène, mais qui est en voie de disparition aujourd'hui, enfin, qui a une grosse pression sur la ressource. Donc, c'est une plante alpine qu'on retrouve aussi dans le nord de la Russie, dans les pays nordiques, etc. Et c'est une plante qui est une grande plante adaptogène, mais qui a été sur-récoltée. Donc aujourd'hui, elle est en voie de disparition parce qu'il y a vraiment une pression sur la ressource. Et donc, je disais à mon amie, qui est ethnobotaniste, qu'on avait planté des rhodiolas pendant le stage parce que moi, je voulais absolument qu'on plante des plantes qui étaient en voie de disparition, etc. Et elle me dit, ah, mais ça sert à rien parce que le rhodiola, s'il gèle pas, il n'a pas les mêmes propriétés. Bon, nous, ça tombe bien, on l'a planté à 1500 mètres d'altitude, donc il va geler, tout va bien. Mais effectivement, il y a des plantes comme ça qui sont hyper puissantes en nature. Si on veut les cultiver, elles perdent leur puissance, ou si elles viennent du sud de la France, elles vont être puissantes. Si elles viennent du nord, elles vont être moins puissantes. Et donc, c'est pareil pour notre pharmacopée, même si c'est indirectement dit, il n'y a pas un mot pour le dire, c'est vrai que c'est important. Et c'est vrai que c'est important parce que quand on étudie les plantes, selon l'endroit où elles viennent, ou le moment de l'année où on va la récolter, ou le moment de la journée où on va la récolter, bien souvent, il n'y a pas les mêmes principes actifs. Non? Par exemple, le romarin, ses principes actifs les plus intéressants, ils sont quand on va récolter la plante, juste avant la floraison ou au tout début de la floraison. Non? Si on dépasse un peu, bah, peut-être qu'elle sera un peu moins puissante. Donc, moi, je ne connais pas d'études qui ont été faites. Enfin, les plantes mexicaines, elles ont été quand même beaucoup moins étudiées, hein. Moi, par exemple, là, je travaille avec un endroit qui s'appelle Tierra del Sol, qui est un centre d'agriculture régénérative, dont je vous ai déjà parlé, je pense. Et puis là, là, je les aide pour le laboratoire. Enfin, je fais un petit peu de formation pour les personnes qui travaillent dans les cultures de plantes médicinales. Et puis en fait, je me rends compte que c'est difficile parce qu'il y a plein de plantes locales qui n'ont pas les mêmes, il y a pas beaucoup de livres, pas beaucoup d'ouvrages, pas beaucoup de recherches sur ces plantes-là, comparé aux plantes européennes. Ma copine Nat du Brésil, quand elle voit tous les livres qui existent en français sur les plantes, elle hallucine, mais c'est pas pareil partout. Donc, je peux pas te dire, moi, j'ai pas lu d'études particulières sur les plantes, sur la différence. Il y a certainement des études qui existent, j'ai pas lu ça. Certainement que tu as complètement raison. Et moi, on peut aussi voir d'une façon botanique qu'une plante, elle peut se naturaliser quelque part, mais elle va s'adapter. Donc moi, je vois par exemple l'alchémie, elle est un peu différente que celle qui est en France. Mais toi qui testes justement les mêmes plantes au Mexique et dans les Alpes, dans tes remèdes, Bah, moi, à mon échelle clinique, peut-être que j'ai pas assez de recul. Je vois pas. Enfin, évidemment je vois pas énormément de différences. Mais encore une fois, je suis pas sur des protocoles hyper stricts non plus, donc je ne sais pas. Je ne saurais pas te répondre. Mais oui, il y a certainement des différences, évidemment. Mais en fait, il y a même des différences à l'intérieur du territoire français. À l'intérieur de la région Rhône-Alpes, il y a des différences entre si la plante elle pousse à 500 mètres d'altitude ou si elle pousse à 1500 mètres d'altitude. Euh, Par exemple, les génévriers qui peuvent pousser à la fois à zéro et en altitude, ils poussent à la fois en Éthiopie, et ils poussent à la fois dans les Alpes, et en fait, en fonction de l'endroit où ils poussent, ils n'ont pas du tout la même forme pour la même espèce. oui, Donc la c'est plante, elle s'adapte.
Donc moi, je sais pas, mais oui, c'est vrai que les plantes, en fonction de l'endroit où elles poussent, elles vont pas avoir les mêmes principes actifs. Mm. Et en fonction du moment de récolte, etc. Donc oui, je pense que tu as complètement raison et je pense que ça serait beaucoup plus intelligent et intéressant que les curanderas, elles utilisent des plantes endémiques. Sauf que la connaissance, elle a été rompue, donc elles font avec ce qu'elles... Et puis maintenant, ça pousse comme ça. Mais voilà, c'est des réflexions intéressantes. Merci. Et donc, la réflexion que je voulais apporter par rapport à ce que tu as dit à un moment donné sur les médecins. Alors, moi, comme tu le sais, je me suis intéressée à la médecine chinoise. Et tout en cheminant avec tes formations, enfin, j'étais un peu mise de côté parce que c'était assez prenant quand même la formation en médecine chinoise. Et s'il y a une chose que je n'ai pas voulu, dans laquelle j'ai pas voulu rentrer dans cette formation, c'est dans la pharmacopée chinoise. Parce qu'à chaque fois, je me butais avec l'intervenante en lui disant, mais oui, mais qu'est-ce qu'on a comme équivalent en France? Pour des tas de raisons. Mais je vois pas pourquoi amener importer. En plus, maintenant, les plantes chinoises, elles coûtent très très cher. Encore plus cher qu'avant. Donc, voilà, j'étais bloquée par ça. Et donc, c'est intéressant parce que donc déjà ce point-là, tu m'as beaucoup fait évoluer là-dessus. C'est d'être déjà au départ, c'était une sorte, il y avait une petite résistance. J'ai quand même testé quelques trucs. Et maintenant, je n'y touche plus et j'essaye de trouver un équivalent en France, quoi. Et la deuxième chose, c'est que tu parlais l'une d'entre vous parlait de, de marché, en fait, autour de ça. Et la réflexion que je me suis faite aussi, c'est que, et c'est toi qui m'as amené à ça, parce que la médecine traditionnelle européenne, bon, j'ai déjà ton livre, que j'ai déjà un peu feuilleté, mais c'est bien, bien dense. Euh, et, et donc cette médecine européenne traditionnelle qu'on croyait totalement inaccessible, bah, tu nous l'as fait revivre. En tout cas, moi, c'est par toi que c'est toi qui m'ouvres cet univers-là, parce que je ne vais pas chercher ailleurs, de toute façon. Mais de toute façon, je me suis dit, ben, en fait, la médecine chinoise, on en entend beaucoup parler, il y a tellement de formations maintenant, tellement d'écoles en France. Et en fait, c'est quand même une sorte de soft power. Il faut bien se rendre compte que la pharmacopée chinoise, la médecine chinoise, le qigong, etc., c'est une sorte de soft power. Moi, je suis allée par là parce que la médecine ayurvédique, il y a beaucoup moins de formations ou de fenêtres ouvertes sur la médecine ayurvédique ou sur la diététique ayurvédique que sur la diététique chinoise, par exemple. Donc, c'est une vraie réflexion aussi. Et donc, voilà, la résistance, je la fortifie aussi avec tout ce que tu nous apprends. C'est que j'ai absolument rien, bien sûr, contre. J'adore la vision de la médecine taoïste. J'adore cette vision liée à la nature. Elle est absolument fabuleuse. Mais j'ai rien contre les Chinois, j'ai rien contre qui que ce soit. Mais effectivement, le cheminement que tu m'amènes à avoir, c'est ancrons-nous dans nos territoires le plus possible et dans nos traditions. Oui, c'est vrai. Et en même temps, la médecine traditionnelle européenne, elle vient de Grèce. Donc, c'est pas non plus hyper. C'est Oui, vrai mais que. Et en plus, certainement, enfin, on sait, par exemple, j'écris je vous mets dans le livre la référence pour l'analyse de la langue et l'analyse du pouls, enfin, l'analyse de la langue. Il y a une pratique en médecine traditionnelle européenne de l'analyse de la langue. Mais possiblement, elle a été inspirée de la médecine chinoise au cours de l'histoire. Donc, en fait, il y a eu des échanges culturels entre les différentes traditions. oui, je veux dire par là que la culture chinoise est quand même plus loin, en tout cas Oui, pour moi, elle est plus loin de moi que la culture grecque. ça c'est sûr. Culture, Et puis notre culture, elle est fondée sur les mythes grecs, elle est fondée sur, la culture et cette civilisation-là. Donc oui, c'est beaucoup plus proche de notre culture. Mm. de toute façon, je pense qu'effectivement, il faut être dans l'intégratif et il faut prendre un peu de façon très consciente et très respectueuse tout ce qui vient, tout ce qui peut nous faire du bien, mais avec effectivement des barrières ou des résistances qui sont écologiques, qui sont commerciales, qui sont ceci, enfin, toutes les valeurs que tu connais aussi, en fait. C'est un peu ce positionnement-là, tu m'aides beaucoup à l'avoir, à le fortifier. Après, c'est toujours difficile d'être complètement aligné avec tout, donc ne t'auto-flagelle pas non plus. Non, Mais ça va. merci. Mais oui, mais et après, juste
lancer des fleurs à la médecine traditionnelle chinoise, je pense que c'est un système peut-être qui est beaucoup plus complet que la médecine traditionnelle européenne sur certains points. Parce que nous, en médecine traditionnelle européenne, on a eu des ruptures de transmission, ce que la médecine traditionnelle chinoise n'a pas forcément eu. Bah Donc, oui, il y a c'est certains éléments qui sont peut-être plus précis en médecine traditionnelle chinoise et qu'en médecine européenne, traditionnelle européenne, il y a encore des maillons que j'ai essayé d'essayer de remplir, mais il y a des maillons qui sont peut-être un peu plus flous que dans certaines pratiques où il n'y a pas eu de rupture de transmission, comme en Ayurveda et en médecine traditionnelle chinoise. Oui, là, je parlais quand même plutôt de la pharmacopée. Hmm. Bien évidemment, tout ce qui est l'univers des méridiens des points d'acupuncture ou des points d'acupression, c'est absolument magnifique et tout le monde devrait avoir quelques notions de points d'acupression pour régler des tas de choses au quotidien. Exactement. Ou dans le monde dans lequel on va être amené à vivre, on devrait avoir tous des petites connaissances comme ça. Merci pour ton partage. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait prendre la parole? J'avais une petite question. Oui. Euh, bon, merci, c'était très intéressant. Je me demandais où tu situais dans tout ça le versant psychosomatique et de la lignée. En gros, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Mon corps raconte mon histoire, d'une gynécologue qui, elle, fait un parallèle. Euh, Elle a travaillé 40 ans avec des femmes et qui avaient des problèmes d'infertilité, etc., etc. Et elle part du principe que quand elle a changé son regard, qu'elle a laissé parler les femmes et qu'il y a des choses qui se sont déroulées, elles ont parfois guéri. Et je voudrais savoir, toi, où tu situes cette situation, ces situations. Voilà. Bah, pour moi, c'est intégré dans ma vision de la santé parce que, comme je disais tout à l'heure, le corps, c'est pas qu'un corps physique, on a le corps physique, Voilà. Hmm. énergétique, émotionnel, mental, spirituel. Et la santé, c'est la libre circulation de la vie, comme disait Daniel Kieffer, sur tous les plans de l'être. Donc, moi, je m'interroge à cette imbrication entre les différents corps. Ouais, Euh, voilà. le corps, il peut rendre l'esprit malade et l'esprit il peut rendre le corps malade. Ça, c'est Voilà, c'est ça. et moi, là, j'en ai pas du tout parlé parce que c'est pas le thème de la pratique, mais une de mes explorations et de mes passions, c'est voilà, c'est qu'est-ce que ce corps il charge comme mémoire et, Hmm. et comment on travaille avec le corps pour libérer des mémoires. C'est pour ça que la danse, le yoga, le massage, pour moi, c'est des éléments qui sont merveilleux. Et donc oui, effectivement. Mais ça rentre dans la médecine traditionnelle européenne, puisque quand on parle des tempéraments, par exemple des quatre grandes typologies de corps, c'est toujours un aspect physique et psycho-émotionnel. On parle de tous ces plans de l'être, non? Et du coup, on peut comprendre beaucoup de choses. Et le corps, c'est interconnecté, ça c'est évident. Ouais, Enfin, bien sûr. pour moi. Et les Et ben, lignées. la lignée aussi. Ben, là, évidemment, j'en ai pas parlé non plus parce que c'est pas forcément la thématique de la rencontre, mais la lignée, elle porte pour deux liens. D'une part, dans l'hérédité, dans notre ADN. Donc oui, il y a des choses qui peuvent, au niveau de notre santé ou dans notre physiologie, être réceptionnées de par notre ADN, d'où on vient. Mais il y a aussi, évidemment, le champ d'information dans lequel on est né. Et donc la lignée, elle a aussi un champ d'information et donc elle va influencer évidemment notre santé. Et par exemple, il y a eu des études qui ont été faites, donc je sais plus, je pourrais plus vous donner exactement qui a fait l'étude et le contexte de l'étude, mais c'est en gros le résultat et la conclusion de cette étude, c'est que ils se sont rendus compte que même dans des familles où il y a eu des adoptions, par exemple, eh ben, il y a dans des familles où il y avait des maladies génétiques, où il y a eu des adoptions, ben, en fait, les enfants adoptés ont eu la même maladie. Cette notion de champ d'information aussi d'un système familial. Ah oui, ok. Oui, mais par exemple, tu dis ça n'a pas de rapport, mais en fait, l'ancestral, c'est quand même ça. Oui,
Oui, mais je On veux est, dire, oui, oui, on bien est sûr, le mais corps de nos ancêtres et ancêtres et ancêtres, en fait. bien sûr, bien sûr. Ouais. Oui. Ouais. Ok, non, mais parce que c'est vrai que là, je suis étonnée de ce qu'elle raconte. C'est quand même une gynécologue qui a travaillé 40 ans. Et elle dit, ben, de nombreux cas, même, et le cancer, pour elle, c'est une perte de sens de sa vie, en fait. Enfin, voilà, c'est intéressant. Merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager ou est-ce qu'on clôture la rencontre? Pour celles et ceux qui suivent toutes les rencontres, il y a toujours Castagna derrière qui est sur le canapé. Dans toutes les vidéos, elle est derrière comme ça. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer. Et bah, je vous remercie de vous être connectés, même si j'ai envoyé à la dernière minute les liens. Et puis, je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine, peut-être pour la prochaine rencontre ou peut-être pour l'un des programmes ou des stages. Et puis pour le cercle, les personnes qui sont au cercle, on se voit jeudi. À bientôt.